Salut les ballers, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ballers Talk, le nouveau podcast de Better Athlete Basketball. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les commentaires, pour tous les compliments après le premier épisode, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur SoundCloud, mais sachez qu'on est aussi disponible désormais sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Deezer. Donc si vous pouvez vous abonner, ce serait vraiment cool, et aussi laisser des commentaires, c'est parce que c'est important, et des notes parce que c'est important pour le référencement. J'en profite aussi pour vous remercier parce qu'on est désormais 80 000 sur la chaîne YouTube Better Athlete Basketball. Donc avec Hugo, on vous remercie du fond du cœur. Et voilà, nous on va pas s'arrêter là, on est vraiment très content que la chaîne monte comme ça, et c'est pour ça qu'on est vraiment motivé à l'idée de grandir encore plus avec vous. Et on pense à vous également dans cette période délicate de confinement parce qu'il n'y a plus de NBA à la télé, vous ne pouvez même plus jouer dehors, même plus jouer en club. Donc là, je me suis dit que c'était important de vous sortir un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, je vais vous sortir une vieille interview du Grenier. Alors, elle n'est pas si vieille que ça, cette interview. Elle date de 2015 et c'est une interview que j'ai réalisée avec Boris Dio. Donc, c'était pour le site Basket Session avec la rubrique Ballerside. Mais vu que la rubrique Ballerside n'existe plus, cette interview n'est plus disponible sur le site. Et du coup, je me suis dit que ça allait être cool de vous ressortir cette interview telle que je l'ai faite à l'époque. Donc l'audio est pas terrible parce que c'était pas fait pour ça à l'époque, mais en tout cas l'échange a été très intéressant parce qu'il est question de développement en tant que joueur, il est question de gestion du stress, il est question d'altruisme parce que Boris Dio c'était un joueur qui était très altruiste et évoluant en NBA, sachant que c'est surtout les qualités individuelles qui sont mises en avant. Comment Boris Dio a pu faire une telle carrière en NBA en étant altruiste? Parce qu'il faut savoir que Boris Dio, c'est un joueur qui a quand même passé 14 saisons en NBA, 18 saisons au total dans sa carrière, et c'est un joueur qui a toujours mis en avant ses partenaires. C'est-à-dire que son record de points en carrière sur une saison en NBA, c'est 15 points. C'est déjà une bonne moyenne avec les Charlotte Bobcats à l'époque. Mais Boris Dio, ça a toujours été un joueur qui pensait à faire la passe avant de marquer, alors qu'il avait des grosses qualités athlétiques quand il était jeune et un gros potentiel aussi pour marquer, mais Boris Dio, c'était ça. Donc on a surtout échangé autour de cette notion de développement, de ce style de jeu entre académie basket avec le club et streetball. Donc c'est une interview qui dure environ 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Le son, encore une fois, n'est pas terrible parce qu'on était dans une grande pièce, la porte était ouverte, il y avait beaucoup de bruit à côté. Donc je m'excuse par avance. Et avant de commencer, je vais me permettre de rappeler qui est Boris Dio. Donc Boris Dio, c'est une légende du basket français, tout simplement. Il est facilement dans les 5 meilleurs joueurs de l'histoire du basket français, avec Tony Parker, avec Alain Gilles, avec Hervé Dubuisson. Boris Dio, c'est donc un joueur qui a effectué 14 saisons à NBA. Il faut savoir qu'il a été MIP, donc Most Improved Player, le joueur qui a le plus progressé en 2005 avec 2005-2006, donc sa première saison avec les Suns de Phoenix. Et Boris Dio, c'est une légende du basket français parce qu'il est 3e au nombre des sélections avec 247 sélections. C'est autant que sa mère, qui était aussi une légende du basket féminin, Elisabeth Riffiod, qui elle aussi donc a porté le maillot de l'équipe de France 247 fois. Et Boris Dio, il a donc remporté des titres avec l'équipe de France, le championnat d'Europe en 2013. Il a remporté également une médaille de bronze à la Coupe du Monde en 2014. Et cette même année, il a même remporté le titre NBA avec les San Antonio Spurs. Et Boris Dio, c'est tout simplement un joueur qui a compté dans le basket français, et c'est pour ça que je suis content de vous ressortir cette interview. Et cette interview, la voici. Et encore une fois, excusez-moi pour tous les bruits parasites. Bonne écoute. Finalement, quelle est ta part d'improvisation quand tu joues? On a l'impression que tu récites un peu des leçons du basket. Non, il y a beaucoup de parts d'improvisation, justement. C'est beaucoup de la lecture et c'est beaucoup de l'anticipation du jeu. Donc après ça vient avec l'expérience, mais pas forcément avec la répétition ou avec un jeu mécanique. C'est pas le fait d'avoir appris tel ou tel move. Ça va être beaucoup de lecture, d'anticipation de ce que le joueur peut faire en attaque ou en défense pour pouvoir justement prendre avantage sur lui. On est là aussi pour le K54, justement. Est-ce que dans ton jeu, tu as un côté streetball, un peu freestyle? Ouais, j'ai vraiment la double culture parce que quand j'étais jeune, je faisais la saison en mini, cadet, toute la saison en club. Et le soir, souvent, on allait jouer en street. Et surtout l'été. En fait, tout l'été, on allait jouer tous les soirs en street. Quand le club s'était fini, pendant 2-3 mois, on était tous les soirs sur le terrain de streetball
au campus à Bordeaux. D'accord. Et justement, tu as commencé le basket assez tôt en club. Est-ce que tu penses que c'est indispensable de commencer tôt le basket en club pour plus tard faire carrière? C'est pas indispensable, mais c'est sûr que ça aide. Ça aide d'avoir les bases tôt et d'avoir de bonnes bases pour ensuite continuer. Mais il y a des exemples, on peut avoir commencé tard en club pour diverses raisons. Mais c'est vrai que c'est mieux de commencer tôt. Hein. Et pour ta part, toi, tu penses que ton jeu est plus dû justement à tout ce que tu as appris en fondamentaux en club ou justement ce que tu as pu apprendre en street avec... Il y a tout. Il y a un peu de tout. Voilà, je pense que tu fais de toutes tes expériences et dans mon cas, c'est pas différent. Mon jeu est le fruit d'une formation à la française, en club, puis ensuite en INSEP, etc. Et à la fois du basket street aussi, où j'ai appris pas mal de trucs aussi. Et quand tu étais plus jeune, quelles étaient tes idoles, tes références? Est-ce que tu te basais sur la NBA ou tu étais finalement très local Il y en avait eu plusieurs. Il y avait ma mère déjà, qui était ancienne internationale. Donc ça, c'était déjà une référence pour moi en termes de basket. Et après, il y avait aussi du local. On voyait les joueurs qui jouaient localement. Et donc, j'allais jusqu'à Pau ou Limoges pour aller voir des matchs, et puis Bordeaux. Mais il y avait aussi l'équipe de Bordeaux qui évoluait en National 2, ça s'appelait National 2 à l'époque, qui est en National 2 maintenant, qui était en 3e division. Et donc c'était aussi des références pour moi, ces joueurs-là. Je me dis, tiens, si je peux jouer en National 1 un jour, ce serait super. Après, j'ai pris un autre chemin. Mais à cette époque-là, c'est clair que c'était des références pour moi. Et est-ce que tu as essayé de calquer aussi la NBA. Est-ce que tu as essayé de calquer, tu parles de Magic Johnson, des choses que tu regardais soit en regardant des matchs de National 2 ou à la télé? Un peu les deux. Après, c'est sûr que la NBA, Jordan, toutes les cassettes VHS qu'il y avait à l'époque sur Jordan, les moves qu'il pouvait faire, on a tous essayé de refaire, c'est clair. D'accord, et ça se passait comment en fait? Tu visualisais la cassette et derrière sur le terrain, tu essayais de faire exactement la même chose? Ouais, ça arrivait, tu visualisais, tu regardais un petit peu certains moves, après c'était vraiment des moves signature, quoi. La fois où Jordan prend la balle, pénètre sous le panier, il fait croire qu'il ressort, où il allait vraiment ressortir, il voit que le joueur repasse dessus et il repart de l'autre côté. Je me souviens l'avoir fait une fois, j'ai fait le move à Jordan, quoi. Donc je pense que concrètement, c'était pas vraiment le même move, peut-être aussi fluide, mais j'avais l'impression que je l'avais refait, quoi, parce que j'avais vu sur la vidéo, donc des fois il y a 2-3 trucs qui restent. D'accord. C'est l'été, l'été arrive, ça va être la période des camps de basket. Toi, est-ce que plus jeune, est-ce que tu es passé par les camps de basket pour progresser? Bien sûr. J'ai fait des camps de basket, je les enchaînais. J'avais un camp de basket à l'autre, dans différentes parties de la France. J'avais fait un camp de basket qui était à Mont-de-Marsan, un camp de basket qui était à Cholet à l'époque. Et maintenant, il y a plusieurs camps de basket, il y en a des plus près. Il y a aussi, il y avait des tournois 3-3 aussi qui étaient effectués sur les plages. Moi, il y a la tournée des plages, etc. Et aujourd'hui, il y a des camps de basket qui sont plus près. Il y a le camp Freddy Fautou qui est dans les Landes, il y a le camp des Kémet qui est à Bordeaux, et donc il y a aussi des camps locaux. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'aussi près. Il y avait Mont-de-Marsan, c'était plus près, je pense. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, de faire ces camps? Est-ce que tu as vraiment progressé? Ouais. Il y avait des fiches de progression, etc. qu'on remplissait du début du camp jusqu'à la fin. Je crois souvent 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Et puis après, j'allais faire un autre camp ailleurs, j'allais faire 2 semaines aussi. Et donc, je faisais des camps tout l'été, ouais. Mais ça faisait progresser. D'accord. Les détections font partie des périodes cruciales quand on a un jeune joueur. Toi, est-ce que tu avais des astuces pour rester serein et gérer ton stress lors de ces grandes échéances? J'ai jamais été un grand stressé. Ouais. mais ouais, il y a toujours un petit peu d'appréhension lors des détections, lors des sélections jeunes, départements, etc. Après, je pense que ça se voyait, je me faisais plaisir sur le terrain tellement que je pense que c'est ce qu'il faut faire avant tout. Ça fait plaisir, après les choses roulent. Justement, c'est ça ton leitmotiv pour oublier vraiment l'enjeu de cette concentration sur le jeu, le plaisir. Je pense que c'est la philosophie qu'il faut avoir. On va essayer de
c'est se faire plaisir avant tout. D'accord. Et tu es un joueur qui s'est toujours démarqué par ton altruisme en fait, et ta polyvalence. Est-ce que tu as pensé justement que cet altruisme pouvait te jouer des tours? Parce qu'on sait que parfois on demande aux joueurs justement de prendre plus leurs responsabilités et limite, ça aurait pu te faire disparaître des radars justement de jouer pour l'équipe. Ça aurait pu. Ça l'a pas fait. Et j'ai toujours eu un point d'honneur à pouvoir prouver que c'était la bonne façon de jouer aussi, quoi. Donc ça a toujours été ma philosophie de jeu, le jeu collectif avant tout. Mais c'est clair que ça a pu me desservir, que peut-être j'ai signé de moins gros contrats, que peut-être à un moment donné j'aurais pu ne pas aller aux États-Unis par exemple, s'ils n'avaient pas détecté de talent ou truc que ça, parce que si c'est purement sur les stats, je ne peux jamais rien dire. Donc ça aurait pu me desservir à ce niveau-là, mais ça n'a pas été. Et est-ce qu'on a essayé de te changer justement, de changer ton jeu? Il a changé. Après, on a essayé, de dire que c'est important, qu'il a fallu scorer plus ou être moins altruiste pour mon développement personnel, mais je suis toujours resté dans ma philosophie. Mais finalement, justement, tu parlais de stats, c'est vrai que tu aurais sans doute pu être peut-être un joueur qui marque plus, mais au final, tu as un palmarès, champion d'Europe, champion NBA. Est-ce que finalement, tu n'es pas plus épanoui comme ça? Tu n'es pas un basketteur plus épanoui en étant... Si, je suis presque plus fier d'avoir réussi justement à avoir fait une carrière comme ça, tout en gardant ma philosophie et sans devenir un joueur qui soit trop égocentrique ou peut-être même plus offensif, quoi. En ayant gardé cet altruisme, j'ai pu prouver que tu pouvais quand même faire carrière et être une pièce importante de ton équipe aussi, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est d'aider. Le but, c'est de contribuer. Mais c'est un peu plus ingrat, parce que finalement, dans un monde où tout paraît être... Ouais, je fais moins de pub. Mais d'où ça vient justement cet altruisme? Enfin, est-ce que c'est un truc que tu as en dehors du basket? C'est un truc qui est naturel? Comme tu disais, par rapport à la progression, etc., c'est un tout. Je pense que c'est un tout, c'est culturel, c'est une éducation aussi. Donc je pense que ça vient en grande partie de ma mère, la façon dont elle m'a éduqué. Ça vient des expériences aussi streetball. Je me souviens quand j'étais à l'époque, j'allais sur le streetball. On peut dire que le streetball est plus un jeu de contrat, etc. Je jouais qu'avec des plus vieux que moi. J'avais 15 ans, je jouais avec des adultes. Je faisais que des passes. Je donnais la balle, ceux qui shootaient, ceux qui faisaient ci, qui faisaient ça. Je jouais avec mon grand frère à cette époque. Tu passes là. Donc ça vient peut-être de là aussi. Et j'ai appris quitte à faire ça tous les soirs, autant prendre du plaisir à le faire. Donc j'ai appris à avoir du plaisir aussi à passer là. Et ta polyvalence, comment tu l'as travaillée en fait? Ça, c'est pareil, c'est un trait de caractère qui est plus profond que le sport, et plus basket que le sport. Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de curieux. Je touche à tout, j'aime bien savoir comment tout fonctionne. Et après, ça se transposé sur le basket. Je suis curieux, j'aime bien savoir comment tout fonctionne, j'aime bien savoir ce que fait à l'intérieur, ce que fait à l'extérieur, ce que fait un meneur de jeu. Et donc toute ma carrière, ça a toujours été comme ça. Donc, même quand j'étais meneur de jeu, et qu'un entraîneur montrait à l'intérieur comment il fallait faire un post-up, comment il fallait faire une prise de position à l'intérieur, tu te dis, t'as peut-être pas besoin de le faire, tu vois, si t'es arrière. Moi, je voulais savoir, apprendre et savoir comment on fait une prise de position à l'intérieur. Ça me sert aujourd'hui. D'accord. Et justement, tu penses que plus tard, tu vas te lancer dans une carrière de coach parce que finalement, tu aimes analyser le jeu? Non, parce que je suis touche à tout. On n'aura pas le temps. Je ne vais pas rester que dans le basket, je vais toucher à d'autres horizons aussi. Et est-ce que tu es plutôt adepte de renforcer tes points forts ou plutôt travailler tes points faibles? Plutôt travailler mes points faibles, c'est ce que j'ai toujours fait. Et donc au lieu, en fait, c'est pareil, au lieu d'être bon dans quelque chose, souvent quand tu es drafté, à mon époque, quand tu es drafté ou quand on te sélectionne, quand on te prend quelque part, c'est parce que tu es très bon à quelque chose. Tu es un très bon shooter, tu es un très bon meneur organisateur, tu es un très bon rebondeur, tu es un très bon scoreur. Moi j'étais bon un peu dans tout, enfin pas mal dans tout, mais j'ai excellé nulle part, quoi. Par contre, j'avais pas trop de défauts non plus. Je savais un peu tout faire, je pouvais défendre, je pouvais faire des passes, je pouvais prendre des rebonds, je pouvais scorer de temps en temps. Donc je pouvais un peu tout faire. Moi je suis plus dans cette optique-là. Après, il faut tout sur un terrain. Tu ne peux pas avoir que des joueurs comme moi non plus. Il va te falloir un shooter, il va te falloir un rebondeur, il va te falloir un défenseur. Donc il faut tout sur un terrain. Alors comment tu pourrais conseiller les jeunes joueurs? Est-ce que tu leur conseillerais justement d'être eux-mêmes, d'avoir une propre identité ou justement d'être
faut être honnête. Après, ça dépend. Comme je dis, dans une équipe, il faut voir tout. Donc, Est-ce que tu penses être un bon exemple, justement? Ouais, pour certains. Selon la personnalité. Ouais, pour un ou deux joueurs d'une équipe, quoi. Mais peut-être pas pour toute l'équipe. Après, c'est bien. Si tout le monde sait un peu tout faire, c'est bien aussi, je pense. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez commenter, vous avez la rubrique de commentaires sur SoundCloud, sur Apple Podcast, vous pouvez laisser vos avis, pareil sur Deezer, sur Spotify. Donc faites-vous plaisir, nous on vous répondra avec un très grand plaisir et pensez aussi à nous soutenir sur Patreon. Donc notre page Patreon, c'est patreon.com/BetterAthleteBasketball. Si vous voulez soutenir ce qu'on fait sur ce podcast et sur la chaîne YouTube, nous on vous propose en échange du contenu exclusif, que ce soit des articles, des FAQ en audio, mais également des vidéos exclusives. Donc rendez-vous sur Patreon. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ballers Talk et je vous dis aussi à bientôt sur notre chaîne YouTube Better Athlete Basketball. Prenez soin de vous et courage pour cette période de confinement.